bonjour à tous les trois, j'espère que vous allez bien. Donc, sur cette table ronde, on va parler des projets français. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter, me dire un petit peu qui vous êtes? Je vais commencer par Jean-Pierre. Voilà, Jean-Pierre. Donc, bonjour à tous, Jean-Pierre Lejaune. Donc, moi, je suis directeur commercial chez APF France Handicap, donc, qui est une association qui a pour but, en fait, le maintien, l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Alors, ce n'est pas que des gens qui travaillent, mais là, en l'occurrence, on va surtout parler aujourd'hui des personnes en situation de handicap et comment on les accompagne effectivement à travers le travail. J'ai rejoint en tout cas cette association depuis 6 ans. Après, j'ai un passé qui n'avait rien à voir en tout cas par rapport à ça. Je viens plutôt du monde de l'informatique et de la finance. Voilà. Parfait. François, qui es-tu? Il faut que tu mettes juste ton micro, ça sera mieux. Voilà. Alors, on est au top. François Lebas. Je suis responsable des ventes des produits industriels chez Epson France. Alors moi, j'ai un passé totalement numérique, une trentaine d'années à accompagner les entreprises à optimiser leur outil d'impression. Et puis, depuis 20 ans chez Epson, où je participe le plus activement possible à accompagner cette transition pour passer d'un monde conventionnel et souvent avec de la chimie vers des solutions plus vertueuses. On a commencé chez Epson par l'épreuvage dans le domaine du pré-presse et puis après sur le marché de la photo. On est passé de l'argentique au jet d'encre. Et puis après la sérigraphie, et maintenant nous sommes présents sur le marché de l'impression textile sur toute fibre. Parfait. Bon, Guillaume, peut-être un petit rappel sur ce que tu fais. Oui, alors tout à l'heure, je ne me suis pas présenté, mais rapidement, donc moi je suis ingénieur de formation, j'ai un parcours plutôt dans la construction, puis dans l'industrie, dans lequel j'occupe des fonctions de direction générale depuis une dizaine d'années. Et j'ai rejoint Fashion Green Hub à la fin de l'année dernière et je porte donc le projet de la création d'une entreprise industrielle 4.0 de conception et de confection de produits textiles de mode à la demande, dont le projet s'appelle pour l'instant l'Atelier Agile. Parfait. Merci beaucoup. En préambule, on a appelé cette table ronde les projets français. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment aujourd'hui on lance des projets en France. Et effectivement, est-ce que c'est facile? C'est compliqué? C'est quoi votre retour par rapport à ça? Toi, Guillaume, qui vient d'arriver sur Plateau Fertile, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Alors oui, sur les projets français, je pense qu'il y a une espèce de mélange entre le fait qu'on est quand même très accompagné aujourd'hui par la dynamique générale du gouvernement, que d'une certaine manière, la crise sanitaire, qui aura eu bien sûr des conséquences humaines qui ont parfois été dramatiques, aura quand même été un accélérateur assez important de l'activité, du besoin de changement et de la relocalisation. Donc je trouve que c'est plutôt, alors facile, il ne faut pas exagérer, mais c'est plutôt plus facile, plutôt dans une dynamique intéressante, même si très spécifiquement sur le textile, donc moi qui viens plutôt d'autres secteurs industriels, on sent qu'il y a quand même une forme de traumatisme sur ce qui s'est passé, sur ces délocalisations, et donc il y a quand même une forme de difficulté, même si tout le monde a envie, même si aujourd'hui il y a un alignement des planètes entre la demande des consommateurs et le chemin vers lequel il faut aller et dans lequel les professionnels veulent aller, on sent que c'est quand même encore difficile. Il y a beaucoup d'incertitudes et d'une certaine manière, il y a un nécessaire retour à la confiance entre les différents acteurs. Mais on sent en tout cas chez Fashion Green Hub, on sent une vraie dynamique dans ce sens-là. Parfait. Toi, Jean-Pierre, c'est quoi ton avis justement par rapport à ces projets français? Comme Guillaume, hein, ça se passe plutôt bien. Alors nous, effectivement, on a quand même 2 sources effectivement de financement. Donc on a nos clients et puis accessoirement, on est une association d'utilité publique, reconnue d'utilité publique. Donc effectivement, on a accès aussi à des fonds de l'État. Donc on dépend du ministère du Travail et du ministère de la Santé, selon les branches dans lesquelles on parle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a une bienveillance, en tout cas, du gouvernement, en tout cas vis-à-vis d'associations comme les nôtres, et des messages pour le handicap qu'on porte, effectivement, par rapport à toutes les stratégies RSE, effectivement, des entreprises. C'est quelque chose qui devient quand même à la mode. Donc, nous, on est assez jeunes sur la partie textile, on en parlera sûrement peut-être un petit peu plus tard. Ouais. Mais en tout cas, côté financement, effectivement, c'est assez facile, effectivement,
porter le message. Alors surtout, effectivement, avec la crise là, que nous traversons, c'est un petit peu plus simple aussi. Il faut dire les choses aussi aujourd'hui. Mais on récupère effectivement des financements de manière assez aisée. Et après, effectivement, côté client, on en parlera aussi après derrière, quand on arrive avec un cocktail, effectivement, textile, mode éthique, hein, nous, en tout cas, c'est notre vecteur, plus effectivement apport du handicap, c'est quand même assez... Enfin, on a beaucoup de bienveillance, en tout cas, de tous les acteurs, effectivement, pour monter et pour financer des projets comme ça. Parfait. François, ton avis sur ces projets français? Les projets sont multiples. Après, il va y avoir deux niveaux de type d'équipement. Quand le groupe Seiko Epson arrive sur un marché, on va proposer des solutions pour toute la chaîne. Donc, on va avoir des solutions très faciles à mettre en œuvre et très abordables. On va commencer à pouvoir faire de l'impression textile en sublimation à partir de 1 000 euros. Et on va s'arrêter à 850 000 euros sur des impressions industrielles sur tout type de fibres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une réelle appétence pour imprimer à la demande. Il y a une réelle appétence, et surtout avec le Covid, ça a été un déclencheur. Beaucoup de sociétés se sont équipées de solutions pour personnaliser des masques. Plutôt en sublimation. Dès qu'on va être en fibre naturelle, ça va être plus compliqué parce que la barrière d'entrée peut être un frein. Et là, heureusement qu'il y a aussi des financements qui aident des entreprises et des structures pour se lancer. Très clair. Tous les trois, vous avez parlé des financements et de la facilité aujourd'hui, ou en tout cas de la bienveillance du gouvernement. Mais avant tout, c'est du business. Et donc, derrière, il faut trouver un business model. Une fois qu'on a financé, il faut trouver des clients, il faut que ce soit pérenne. Comment vous allez faire de manière extrêmement concrète pour justement trouver ce fameux business model? Guillaume, comment ça va se passer en fait tout ça? Alors nous, en fait, l'objet du projet que je porte au sein de Fashion Green Hub, qui s'appelle l'Atelier Agile, a plusieurs, en fait, on va dire, plusieurs objectifs. Et l'un des premiers est et de produire, bien sûr, et de produire surtout pour démontrer. Donc, en fait, justement, notre mode de fonctionnement, c'est d'arriver à démontrer que ça marche. On a vu d'ailleurs tout à l'heure dans le table ronde que j'ai pu animer que le groupe Petit Bateau a fait un POC et qu'aujourd'hui, ils ont donc réussi à faire la démonstration que ça marche. Et puis, donc, derrière, dans cette mécanique-là, nous, on veut vraiment avoir une vertu d'entraînement de la filière. Après, comment on fait pour montrer que ça marche? En fait, je crois que le gros enjeu, c'est d'arriver à changer de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la fast fashion, qui, comme on dit, n'a de fast que le nom, parce qu'en fait, elle est plutôt très lente, on s'aperçoit qu'en fait, les dépenses qui sont faites sont faites à différents leviers, ils sont plutôt assez chers, alors qu'on a une dépense de la confection qui est plutôt assez faible, qui donc généralement est délocalisée, et dans le fond ne représente qu'une partie assez faible du produit. Et donc aujourd'hui, la bonne manière de trouver des clients, en fait, c'est d'arriver à faire comprendre que aujourd'hui, quand on a une remise moyenne qui est opérée sur les produits qui est supérieure à 30%, puisque à peine la moitié des produits vont être vendus à leur tarif normal, entre les décotes, entre ce qui n'est pas vendu, ce qui est en stock, on voit bien qu'il y a la marge nécessaire pour arriver à être dans un modèle différent qui permet de se payer une production locale et de ne pas dépenser. Donc, on est plutôt dans une mécanique, on va dire, assez frugale qui permet de mettre la dépense au bon endroit et globalement de dépenser moins et donc globalement d'améliorer la marge. Donc, en fait, moi, je pense que le meilleur moyen de démontrer et de trouver des clients, c'est de leur démontrer que cette mécanique-là va leur permettre de gagner de l'argent. En soi, pour une marque ou une enseigne, la relocaliser pour relocaliser n'est pas un but en soi. Le but, c'est d'arriver à vendre plus et quelque part à faire au moins une marge supérieure et à gagner de l'argent, puisque ce n'est pas forcément le cas de la majorité des enseignes, puisque je crois que c'était en 2017, presque 50% des marques ou des enseignes ont perdu de l'argent. Donc, on est dans une dynamique qui est vraiment assez négative. Donc, il faut arriver à changer ce paradigme-là, et c'est en ça que proposer les nouvelles solutions, notamment celles qu'on souhaite proposer, apparaît comme une bonne réponse. Parfait. Toi, François, comment vous faites pour trouver ces nouveaux business models en fait? Les nouveaux business models, ils vont dépendre aussi des clients.
Ça va dépendre, par exemple, un client qu'on a installé il y a 2 mois, c'est les Olivades, il est éditeur et imprimeur. Donc le fait de pouvoir imprimer directement toutes ces collections pour des petits métraits va vraiment lui permettre de pouvoir proposer à ses clients, à des tapissiers, à des décorateurs intérieurs, des solutions bien placées en prix, et tout se fait directement sur le marché français. Après, ça va dépendre vraiment des marchés visés. Dès qu'on va être dans le sport avec de la sublimation, le marché est énorme. La sublimation, le marché est vraiment en croissance. Et là, on arrive sur les fibres naturelles avec du pigment où on va réduire toute la chaîne de production. Donc, en simplifiant des process et en arrivant avec une technologie qui est à point, ça permet aussi aux entreprises de se poser, de se dire, voilà, c'est beaucoup plus simple, les machines, les solutions sont prêtes, on va pouvoir se lancer. Ok, super. Jean-Pierre, alors toi, c'est un petit peu différent. Comment ton association s'intègre en fait dans ces nouveaux business models? Alors nous, effectivement, c'est un petit peu différent parce qu'il y a déjà, on évolue dans un cadre réglementaire sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et en fait, nous, on raisonne quand même assez partenariat avec France Handicap. Hein. Je dirais que peut-être par rapport à ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est que nous, on travaille avec nos confrères, nos concurrents, hein, qui sont aussi d'autres associations sur le handicap et ou l'insertion. Hein. Vraiment, tout ça, ça forme le monde de l'inclusion, qui est un mot assez à la mode là, ces temps-ci, mais c'est une réalité. Et comme c'est vrai que c'est un milieu assez fragmenté en France, c'est assez hétérogène. Hein. Nous, on est une grosse assoce avec 14 500 salariés. Donc forcément, on pèse un petit peu. On est un peu une tête de réseau, mais il y a plein de petites associations qui font un travail formidable aussi. Et donc, nous, on fédère effectivement derrière nous avec des investissements assez importants sur du matériel assez moderne. On en parlera tout à l'heure avec le partenariat avec Epson, probablement. Mais donc, nous, on fédère effectivement tout ce monde de l'inclusion effectivement derrière nous. Et donc, du coup, on porte d'une seule voix, je dirais, tout le monde de handicap, tout le monde de l'insertion, maintenant dans la filière textile. Et c'est vrai que du coup, la crise sanitaire que nous traversons, elle a complètement changé la donne, et elle a complètement changé le regard, effectivement, d'un certain nombre d'acteurs, du textile ou pas, hein, d'ailleurs, mais qui ont des finalités, effectivement, sur la filière textile, avec, effectivement, cette petite particularité de la monétique avec la filière RSE. Et donc, nous, c'est comme ça qu'on arrive. On se bat sur des plans économiques, hein, parce que on parle du milieu adapté, du milieu de l'inclusion, mais il y a le milieu ordinaire que tout le monde représente aussi dans les autres participants. Donc, il faut quand même avoir un business model équilibré. Mais là, ça ramène aussi à ce que je disais aussi tout à l'heure sur les financements. Là, effectivement, la part de financement pour nous, ça représente 20%. Et dans le business model et dans le modèle économique qu'on présente à nos clients, c'est aussi important. Voilà. Parfait. Maintenant, je voudrais qu'on aborde la partie un peu plus pratique. Imaginons, moi, je suis une marque de mode. Je viens vous voir. Ça se passe comment? Guillaume? Alors, écoute, nous, en fait, comme l'entité qu'on va créer, qui sera donc une entreprise à part, hein, qu'on va développer, elle sera très liée, bien sûr, avec ce qu'on appelle la galaxie de Fashion Green Day. Et donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de marques assez, on va dire, connues, puis aussi un écosystème dans lequel il y a beaucoup de créateurs, beaucoup de jeunes marques. Ça nous permet de bien sentir, dans le fond, quel est le besoin et quelle est la demande. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de montrer que ça marche et donc de le faire de manière concrète avec des premiers produits. Donc, on commence à le faire donc, avec différents types d'acteurs. Voilà, travailler concrètement sur un projet, sur un produit. Nous, la mécanique en fait, de l'atelier Agile, c'est vraiment d'être un démonstrateur de la mode à la demande. Ça veut dire que depuis le départ, on est en CAO, donc on est en prototypage virtuel. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est équipé pour le faire. Et d'ailleurs, on prodigue un certain nombre de formations à une grande partie de nos membres, ce qui leur permet de bien mesurer l'avantage de cette conception. On a un objectif qui est d'être à 7 jours entre l'idée, c'est-à-dire le moment où un client ou un adhérent, un partenaire vient avec un projet, et au bout de 7 jours, être en capacité de le produire, c'est-à-dire d'avoir fait entre-temps le prototypage, la conception 3D, le descendre en 2D. Et puis, on veut être équipé sur le même lieu de l'ensemble des éléments qui sont nécessaires. Donc,
bien une imprimante dont François a parlé tout à l'heure, qui en l'occurrence qui sera une Mona-Lisa, donc qui a la capacité d'imprimer à peu près 80 à 90% des textiles, on va dire, les plus couramment utilisés. Donc, ça ouvre un spectre assez large. Et donc, de faire une impression à la fois en rouleau et en même temps adaptée aux produits qui seront placés. Et derrière, on va mettre en place un système de coupe automatique, en l'occurrence, qui sera de chez Gerber, c'est une Atria. Et donc, ça permet de descendre automatiquement depuis cette conception qui aura été faite 2D, 3D, jusqu'au bout, c'est jusqu'au kitting, et puis après, de faire un assemblage. Donc, nous, on aura un atelier de confection, mais on veut surtout travailler, j'ai bien aimé ce qu'a dit Jean-Pierre, sur le fait que on travaille en écosystème, on travaille en groupe, on travaille avec nos confrères et qui sont effectivement, qui peuvent être nos concurrents, mais généralement, on n'est pas forcément tout à fait sur les mêmes marchés ou sur le même mode de fonctionnement. Et donc, on veut derrière travailler avec des ateliers, donc notamment à Roubaix, il y en a un certain nombre, qui vont faire l'assemblage derrière. Nous aussi, on en fera une partie, pour avoir comme ça cette capacité à s'adapter au projet, au marché. Donc, en fait, voilà, pour venir nous voir, et on aime bien, on en parlait ce matin avec Stéphane Marseille, c'est vrai qu'il faut vraiment être des faiseurs, quoi. Donc, nous, c'est notre philosophie. Ça ne nous empêche pas de penser un peu quand même, mais on est vraiment dans l'exécution. Donc, il faut venir nous voir avec un projet, et notamment l'atelier actuel, donc existant de Fashion Green, qui s'appelle Fashion Green Fab, a plutôt une spécificité sur l'upcycling, donc la réutilisation soit de produits invendus, soit de rouleaux de tissus non utilisés. Et donc, on repropose des produits de réutiliser ce produit-là pour en recréer de nouveau à l'intérieur des produits. Guillaume, on a une petite question pour toi dans le chat de Patricia Jean qui dit « N'importe qui peut venir vous voir avec un projet. Quels sont les prérequis ?» Alors, pour l'instant, nous, les prérequis, c'est d'être un adhérent de Fashion Green Hub. Déjà. Voilà, mais après ça, effectivement, il n'y a pas d'autres prérequis à ça. Nous, on fait du portage de projets sur des projets d'upcycling ou sur des projets neufs. Et aujourd'hui, l'atelier, c'est le cœur de métier de l'atelier qui va faire cette année à peu près 500 000 € de chiffre d'affaires. Donc, de concevoir des produits et d'aider les marques ou les créateurs à donner vie et donner corps à leur projet. Et derrière, de les fabriquer, de les assembler jusqu'au bout. Donc, il suffit pour être adhérent et de venir nous voir et de nous contacter. Ça marche très bien sur le site. C'est automatique. Parfait. Merci beaucoup. François, même question. Je suis une marque de mode. Je viens vous voir. Comment ça se passe? Alors, notre métier n'est pas d'imprimer à façon, mais de proposer une technologie, des technologies. Donc, on va discuter avec la mode pour savoir exactement sur quoi elle veut imprimer, quelles sont les fibres. Et souvent, on s'aperçoit justement que la création, il ne faut pas la brider. Donc, on s'aperçoit que les créateurs, ils ont besoin de pouvoir s'exprimer sur différentes matières. Et c'est là où justement des ateliers comme Atelier Fertile et l'atelier d'APF apportent une réponse très concrète. C'est que ça permet aux créateurs de trouver des solutions très simples pour imprimer sur des fibres naturelles. Trouver des solutions impression pour des créateurs sur la sublimation en polyester, c'est simple, c'est courant. Dès qu'on va passer sur des fibres naturelles, c'est un peu plus compliqué. Donc nous, notre travail, c'est de pouvoir expliquer ce qui est possible et pas possible, et après d'orienter vers le bon prestataire, le bon imprimeur, le bon atelier, pour que la personne puisse être écoutée, comprise, et que le projet puisse se faire. Ok, très clair. Jean-Pierre, moi, ce que je voudrais savoir, c'est, François a commencé à aborder effectivement le partenariat que vous avez élaboré. Tout simplement, est-ce qu'il faut nous en parler? Comment ça s'est passé, les prémices au niveau de l'idée, et ainsi de suite. Et après, pareil avec Guillaume, en fait, ensuite. Alors, nous, le partenariat avec Epson, c'est une histoire qui est un peu ancienne, il paraît. Qui est un peu ancienne, hein. C'est une dizaine d'années. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui, chez nous, dans nos ateliers, on a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent déjà avec Epson. Alors, on est plutôt sur de l'impression jet d'encre, là, cette fois-ci, sur du papier. Mais voilà, donc parce qu'on gère des parcs de prêt. Donc, ça reste il y a un partenariat très fort.
quand on a commencé effectivement à se tourner vers la partie textile et en particulier l'impression textile, peut-être point aussi important pour nous, la base, c'est de faire tourner nos ateliers de confection, les nôtres et ceux de l'insertion dont on parlait tout à l'heure. Ça représente à peu près 300-400 personnes en France. Nous, c'est quand même ça. Nous, notre but, c'est d'employer des gens en situation de handicap, de les professionnaliser, de les faire et de maintenir l'emploi, et si c'est possible, qu'ils rejoignent le milieu ordinaire. Bon. Pour autant, on a compris qu'il y avait une histoire à raconter sur la partie textile, parce qu'on est très jeune dans ce domaine-là, mais bon, on est assez créatif sur le fait de raconter des histoires, et c'est pour ça qu'on a fait des investissements assez importants. Donc, la Mona Lisa, on en a une chez nous, du pré-traitement. On s'est appuyé complètement sur l'expertise d'Epson et en particulier de François, que je remercie vivement aujourd'hui, justement sur le choix des matériels par rapport aux matériaux qu'il fallait imprimer. Donc, nous, on a investi massivement sur cette partie-là. Sur la coupe, nous, on est plutôt un partenariat avec Zund. Donc, on a des machines de découpe effectivement spécifiques pour le tissu, spécifiques aussi pour le cuir. On a des machines de découpe numérique, enfin, on a plusieurs machines de découpe numérique Zund avec du marquage en fait numérique, parce qu'on voulait effectivement avoir une vitrine vraiment importante à présenter. Alors, sur la découpe, c'est pas Epson. Effectivement, sur l'impression, il y a un showroom Epson dans un de nos établissements qui est dans la banlieue de Paris. Après, par contre, effectivement, les ateliers de confection, de par l'historique d'APF France Handicap, on a plus de 500 établissements sur le territoire national. Donc, on est à peu près partout, pour faire simple. Mais globalement, effectivement, nous, l'expertise technique, on ne l'avait pas, pour être tout à fait clair. Et on allait la chercher chez un partenaire qui est Epson, qui est un partenaire de longue date, comme vous l'aurez compris. Et on s'appuyait entièrement dessus. Et puis après, pour répondre à la question, nous, c'est assez simple. On a aussi on a un petit peu de tout. On a des jeunes créateurs qui viennent nous voir effectivement pour développer des projets. Et puis après, on a des gens sur des projets beaucoup plus qui ont une dimension beaucoup plus nationale et on peut accompagner effectivement. On n'a pas forcément parce que nous, l'aspect communication est assez important aussi sur effectivement le textile et le handicap, parce qu'on est une association qui est assez militante quand même sur la partie handicap et la défense des personnes en situation de handicap. Donc effectivement, il y a des petits projets qui marquent beaucoup. On va prendre le masque inclusif qu'on a fait. Enfin, on en a fait plusieurs millions quand même en France. Là, il y a 3 jeunes créatrices qui sont venues nous voir. Et effectivement, derrière, ça a débouché sur une histoire assez formidable. Et là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'est engagé aussi sur les projets de la caserne, effectivement, ou sur la partie maroquinerie. On a 40 créateurs qui viennent nous voir et on en sélectionne 10 avec qui on va accompagner. Voilà. Parfait. François, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce partenariat avec APF ? C'est dans l'ADN d'Epson et dans notre politique RSE, ce partenariat, on l'a commencé en 2006. C'est un partenariat fort et il se renforce aussi parce qu'on est vraiment très très fiers de pouvoir participer à ce beau chemin de pouvoir maintenir et relocaliser de l'emploi. Emploi relocalisé dans le sens où c'est de la confection qui va se faire en France. Et en plus, c'est pour maintenir des personnes en situation de handicap dans l'emploi. Donc, je pense que c'est vraiment un beau projet et on est vraiment fiers d'être partenaire d'APF. Parfait. Guillaume, même question par rapport effectivement au partenariat avec Epson. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Il faut mettre le micro. Pardon. Parfait. Oui, je peux peut-être dire un mot sur la genèse en fait du projet. C'est-à-dire que dans la mécanique qui est la nôtre, celle de Fashion Green Hub, un projet comme l'Atelier Agile, c'est d'abord un projet collectif qui a été travaillé en réseau. Donc, il a fait l'objet d'un groupe de travail sur la mode à la demande pendant à peu près une année avec des enseignes, des marques, des startups, des créateurs. Et des écoles pour bien définir quel était le besoin. Et dans ce cadre-là, on a effectivement validé avec tous ces acteurs-là vers quoi il fallait s'orienter et notamment quelles étaient les machines vers lesquelles on était et le besoin notamment de la pertinence d'avoir une machine comme les machines que propose Epson. Alors après, sur le partenariat même avec Epson, je pense que François est plus à même de le développer, parce que, comme vous l'avez compris, moi, je suis là depuis quelques mois. Et donc, voilà, moi, j'ai repris en route, si j'ose dire, sur le bon travail qui avait déjà été fait avec Epson. Donc, sur sa genèse à l'origine, je pense que François est plus à même que moi d'en parler.
Ça a commencé par des précédentes Fashion Green Days où on a présenté nos solutions à Annick. Est parti sur l'arrivée sur Roubaix d'une solution de personnalisation et d'upcycling sur articles déjà confectionnés, donc une imprimante DTG. Et puis après, on a évoqué des solutions pour pouvoir le faire en grand, en all-over, avec des encres qui sont le plus écologiques possible et qui nécessitent le moins d'eau possible. Voilà. Donc, il s'inscrit vraiment dans la démarche et dans les valeurs que prône et que vit Atelier Agile, Fashion Ground Hub. Super, François. Alors, tous les trois, vous avez parlé de la même chose, c'est-à-dire le long terme, et c'est travailler en fait en cluster, en groupe. Moi, ce que je voudrais savoir, notamment par rapport aux gens qui nous écoutent, aux jeunes entrepreneurs qui se lancent, comment on fait pour justement avoir cette vision long terme, tenir sur la distance et effectivement travailler, collaborer ensemble, tout en étant dans la compétition. Jean-Pierre, toi qui aides effectivement avec ton association, comment vous faites ça? Comment vous avez cette vision et comment vous l'implémentez en fait au niveau pratique? Bon, alors nous, on a peut-être eu aussi de la chance, parce que nous, la genèse de l'histoire, en fait, sur la partie textile, en fait, c'est le COJO, donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui est venu nous voir, en fait, en 2018, okay, avec la volonté d'avoir Paris, capitale de la mode éthique, en 2024. Donc, nous, ça a été un peu notre leitmotiv, et du coup, on avait une trajectoire quand même à moyen terme. Donc, en 2018, ils sont venus nous voir pour 2024, et on a commencé là-dessus. Bon, après, on en parlera peut-être, mais effectivement, du coup, la crise de Covid a complètement chamboulé, en tout cas, notre calendrier, en tout cas, par rapport à ce qu'on avait. Mais c'est vrai que du coup, on s'était fixé un rétro-planning assez clair, en tout cas, par rapport à ça. Bon, après, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, donc ça s'est passé un petit peu différemment par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Mais je dirais que nous, on a eu cette chance, effectivement, d'avoir, en tout cas, tout de suite, cette vision à long terme. Alors maintenant, on a un petit peu changé. Alors, on a toujours cette vision, mais du coup, on a un petit peu accéléré, comme vous l'aurez compris, je dirais la roadmap qu'on avait définie au départ. Mais c'est ça qui est assez important, parce que de par la taille de l'association, on parle du textile, mais enfin, on est dans beaucoup de métiers, en tout cas chez nous. Donc à chaque fois, on essaie en tout cas d'avoir une vision à long terme. Et pour nous, la partie cluster, là, comme tu le disais, Fabrice, mais je dirais l'aspect partenarial. Alors les partenaires, ça peut être des partenaires techniques, ça peut être des partenaires clients, ça peut être des partenaires en matière de communication, ça peut être des partenaires commerciaux, ça peut être le monde est petit, les gens parlent. Aujourd'hui, la partie réseaux sociaux, c'est également important. Mais nous, on aime bien effectivement travailler à plusieurs, parce que des fois, quand on raisonne tout seul dans son coin, même si on est une grosse association, on a tendance un petit peu à s'enquister. Et c'est toujours intéressant, effectivement, de challenger ses idées, ses visions avec d'autres personnes qui ont un autre point de vue, qui sont peut-être aussi à d'autres endroits de la France, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais la territorialité, c'est assez important aussi quand même dans notre pays. Donc, c'est important d'échanger. Enfin, nous, on a cette chance d'être un peu présents partout. Donc, des fois, on peut challenger nos idées en interne. Mais en tout cas, sur des projets, quand on veut avoir une vision quand même à moyen terme, y aller avec des partenaires, parce que voilà, c'est jamais linéaire. Il y a des hauts et des bas. Et quand il y a des bas et qu'il y a des partenaires qui peuvent nous aider effectivement à challenger effectivement nos idées et à avancer, c'est toujours intéressant de pouvoir le faire. Super. François, chez Epson, cette vision, cette mise en œuvre, vous faites comment? En plus, toi, ça fait 20 ans que tu travailles chez Epson. Ouais. Tu as dû t'adapter, te réadapter. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? C'est que Epson, ça fait partie des sociétés les 40 sociétés mondiales les plus innovantes sur les 10 dernières années. Voilà. Et avec une forte dimension développement durable. Le siège d'Epson, c'est à Souax, c'est à côté d'un lac, c'est comme Thonon-les-Bains. Donc, le groupe innove énormément dans une tradition japonaise et avec un long fleuve tranquille. Donc, ça veut dire qu'en 20 ans d'Epson, on a vu plein de technologies arriver, mais le groupe nous laisse le temps de pouvoir la présenter au marché. Le groupe écoute le marché, puis après, derrière, redéveloppe des produits. Voilà. Par exemple, le groupe, dans son souci de développement, s'est dit, voilà, nous, on vend des imprimantes, on utilise des papiers, pourquoi est-ce qu'on ne va pas développer une machine pour pouvoir défibrer du papier et en refaire?
Voilà. Voilà, ça s'appelle le Paper Lab. Regardez sur Internet, allez sur le site epson.europe ou Epson Corporate, et vous allez voir une machine qui défibre et qui refait. Peut-être qu'un jour, cette technologie-là arrivera à défibrer de la file textile pour pouvoir avoir un cercle vertueux et pouvoir diminuer les déchets. Donc, au sein d'Epson, on s'aperçoit que c'est toujours apporter un service, apporter une amélioration pour l'utilisateur et proposer des solutions technologiques qui soient les plus vertes possibles, sans aucun compromis qualitatif. Il ne faut pas que le fait de pouvoir être vertueux puisse être handicapant dans la volonté de réalisation du client. Ça veut dire que, par exemple, dans les encres textiles, il faut que les tenues lavage soient identiques à ce que l'on trouve dans le conventionnel. On comprend mieux. Voilà. Donc, le groupe avance fortement. On est 78 000 dans le monde. Les 2 tiers sont en usine. Tout ce que l'on vend, c'est quelque chose que l'on fabrique. Mais avec une exigence assez forte en RSE. On est Platinum EcoVadis. On fait partie du 1% des sociétés avec une démarche RSE la plus stricte, mais c'est fier d'appartenir à ce groupe. Je ne sais pas si jamais ça répond à ta question. Si, ça répond parfaitement à ma question. Merci beaucoup. Guillaume, même question sur Fashion Green Hub, la vision et cette mise en œuvre, l'implémentation qui est souvent le plus compliqué. Comment ça se passe? Ce que j'ai envie d'évoquer pour commencer, c'est que je pense qu'on est quand même dans une mutation, ça n'a échappé à personne, du monde qui est importante. Les interventions de ce matin ont été quand même assez intéressantes, notamment celle de Microsoft. On est dans un monde, tout le monde le sait maintenant, qu'on appelle VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Et aujourd'hui, il faut s'adapter à ça. Et moi, pour ceux que ça intéresse, vous chercherez, il y a un très bon article qui a été écrit il y a quelques années, qui s'appelle « Un dinosaure sur la banquise », et qui est une apologie, on va dire, à la fois de l'entreprise et du manager, sur le fait que l'entreprise ou le manager qui a toujours fait ce qu'on lui a dit, qui a toujours été performant, qui a toujours écrasé les autres, qui a toujours été plus fort, plus rapide, qui a été le meilleur, un jour arrive la glaciation et il se retrouve sur la banquise et en fait, il est en train de mourir de froid. Et au bout à droite, il y a tout un petit groupe de pingouins qui se serrent, qui ont chaud entre eux, qui partagent leurs idées et qui s'en sortent alors que lui, il va y rester. Et je trouve que j'aime bien cette apologie parce que pour moi, c'est exactement la mécanique dans laquelle on est aujourd'hui. C'est-à-dire que si on voit les gens qui ont pour parler du textile, qui ont des machines à coudre à côté ou qui ont des imprimantes à côté et qu'on se dit, oh là là, lui, il va me faire concurrence, en fait, on s'en sort pas. Et on va mourir d'être enfermé sur soi-même. Donc, en fait, aujourd'hui, je trouve que les autres, et c'est le facteur très humain, d'ailleurs, qui manque beaucoup dans cette période qu'on traverse d'isolement quand même lié à la crise sanitaire, c'est avant tout, l'homme est fait pour collaborer. J'ai bien aimé la remarque sur la chaleur humaine qui a été faite tout à l'heure. Voilà, on est dans cette mécanique-là et on est plus fort ensemble. Alors, c'est des mots, et c'est pas parce qu'on l'écrit sur les murs que c'est facile à faire. Mais en tout cas, à partir du moment où il y a un regroupement de personnes qui partagent ce point de vue-là, c'est-à-dire on va partager ce qu'on fait, on va partager nos expériences, nos erreurs, nos envies, notre apprentissage, et on se dit qu'on va sortir de là tous plus forts, et non pas je vais piquer l'idée à l'autre. Voilà. Et quand on regroupe des gens comme ça, ceux qui sont pas dans le mouvement, généralement assez vite sortent des clous et se font, j'allais dire, repérer. Mais quand on est là-dedans, tout le monde comprend qu'en fait, c'est vraiment un gagnant-gagnant pour tout le monde et qu'on apprend de ça et qu'il y a de la place pour tout le monde parce que chacun a dans le fond sa spécialisation, son métier, la manière de le faire qui n'est pas celle de l'autre, la manière qu'il a d'aller voir un client, d'échanger avec lui, de proposer des choses, d'avoir une forme de créativité. Et c'est ça qui permet, à mon avis, la performance. Et dans le fond, moi, c'est ce que j'aime bien chez Fashion Green Hub, c'est l'état d'esprit général. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure du groupe de travail. C'est comme ça que naissent les projets. On dit aujourd'hui que l'atelier agile a un rôle d'entraînement, un exemplaire, enfin, d'être dans l'exemplarité. Il faut voir, par exemple, que dans les KPI qu'on a commencé à mettre en place, en se disant, voilà, à partir de quand on aura réussi, l'un de nos KPI, c'est la reproduction de ce modèle-là. On considère qu'à partir du moment où on aura essaimé 1 ou 2 ou 3 ou 10 ateliers qui feront la même chose dans le Nord puis en France, on considère qu'on aura réussi notre mission. Et non pas, on pourrait se dire, enfin,
une manière de penser il y a quelques années aurait été de se dire, on en fait un, demain on en fait deux, et dans 5 ans on en fait 5. C'est nous qui les faisons. Et en fait, c'est pas ça la mécanique, à mon avis, la bonne mécanique. La bonne mécanique, si on veut redéployer de l'emploi, retrouver une force industrielle, c'est qu'on le fasse tous ensemble. Donc c'est d'abord ça, pour moi, la mécanique générale dans laquelle on est, parce que c'est quand même des projets, notamment le projet de l'atelier Agile, qu'on veut avoir une forte scalabilité. Donc il y a quand même un marché devant nous. On disait tout à l'heure que l'objet n'est pas de relocaliser 100% de la confection. Hein. On se dit, si déjà on en relocalisait 10%, déjà on aurait gagné beaucoup de choses. C'est très prudent et très frugal comme mode de fonctionnement et j'adhère à ça. Mais donc, ça veut dire qu'on est quand même très, très loin d'atteindre le maximum. Donc, il y a bien de la place pour tout le monde. Et donc, on a plus intérêt à le faire tous ensemble et à s'inspirer les uns des autres qu'à se méfier les uns des autres. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on fonctionne. Très clair. François, vas-y. Ouais, je voulais juste apporter un petit témoignage. Moi, nos usines de fabrication sur la partie textile sont à Côme. Et quand je vois l'écosystème que les Italiens ont su garder et développer dans la région de Côme, je me dis qu'on peut s'en inspirer, quoi. Il faut qu'on puisse vraiment développer un biotope et un écosystème qui soit florissant. Et je rejoins complètement ce que dit Guillaume, c'est qu'il ne faut pas travailler en silo. On n'est pas concurrents. Et c'est justement s'il y a une émulation collective, et je trouve que justement ces journées-là et toutes les actions que développe Fashion Green Hub, c'est vraiment pouvoir développer, pousser, tirer. Il faut qu'on y aille, quoi. C'est le côté fast du Fast and Green, quoi. Il faut y aller, quoi. C'est tout un secteur. C'est une industrie. Alors, justement, François, tu évoques cette notion de cluster ou d'écosystème à Com. Moi, je suis allé à Prato, près de Florence, c'est un peu pareil. Est-ce que tu pourrais nous préciser, en fait, qu'est-ce qu'on trouve là-bas, comment ça fonctionne et comment ils ont pu faire émerger ça, en fait, et s'inspirer, tout simplement? Alors, moi j'ai une vision parcellaire. Voilà, je ne suis pas... Mais ils ont su garder des industries et toute la chaîne. Et c'est-à-dire que dans cette région-là, je crois qu'au kilomètre carré, c'est la plus grosse concentration mondiale d'impression textile au monde. Voilà, on a 280 machines au Monalisa autour de Côme. D'un côté, bon, nos usines sont là, quoi, mais ça veut dire que c'est impressionnant de voir qu'en Europe, alors qu'il y a toujours eu la concurrence aussi de la Chine, mais en Italie, ils ont su garder vraiment cette concentration, cet écosystème et s'entraider. Voilà. Moi, c'est la vision que j'en ai, moi, quand j'y vais, c'est-à-dire que voilà, ils ont su vraiment garder et développer et travailler en eux. Et ils ont fait barrière par rapport à une arrivée, une délocalisation massive. Très clair. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais qu'on revienne sur cette crise du coronavirus, qui est devenue effectivement également une crise économique. Et je serais très curieux de savoir comment vous êtes adapté ou réadapté effectivement avec cette crise où il y a eu plusieurs phases. Une première effectivement en mars où on était confinés, c'est un peu, je veux dire, la panique. En tout cas, on a dû apprendre à vivre avec. Et une deuxième phase qui est maintenant, où effectivement on sait à peu près ce qui va nous arriver, une sortie de crise qui est à horizon juin ou septembre. Donc, est-ce que vous pourriez me dire effectivement qu'est-ce qui s'est passé au tout début et comment vous avez su vous réadapter, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, effectivement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Et après, on arrivera sur la partie effectivement sortie de crise. Jean-Pierre, chez APF, comment ça s'est passé effectivement ce premier moment, cette stupéfaction? Alors effectivement, bon, je pense que comme tout le monde, il y a eu une phase de sidération. Alors nous, la petite particularité, c'est que dans la galaxie des prestations qu'on propose à nos clients, on a beaucoup de prestations extérieures essentielles. Ouais. Donc on travaille pour des services gouvernementaux, pour des services de santé, pour les banques, pour les assurances, bref, des gens qui sont restés ouverts et qui devaient continuer à produire des services. Donc, contre toute attente, on a plutôt continué à travailler nous, pendant même la première phase de la crise. Pour le coup, en tout cas pour nous, donc ça c'était ce premier point. Bon, après, chacun l'a vécu à titre personnel. Hein. On a quand même été accompagné aussi par l'État de manière assez massive, hein, parce que comme on a quand même beaucoup de salariés, il y a de l'activité partielle dans certaines activités qui ont été aussi enclenchées. Par contre, ce qui a changé, nous, de manière radicale,
c'est que l'État, effectivement, est venu nous voir, comme on est un petit peu tête de réseau, là, comme j'expliquais tout à l'heure, sur la fabrication des masques. Et c'est pour ça que ça a accéléré, effectivement, nous, la partie textile. Et effectivement, ce qu'on avait avec la possibilité d'associer plusieurs acteurs de l'ESS, effectivement, avec nous sur la partie textile, je dirais que ça a validé le modèle qu'on avait en tête, mais qui était plutôt sur du papier, qui était plutôt une roadmap sur un PowerPoint, où effectivement, on a pu produire plusieurs dizaines de millions de masques, effectivement, je dirais dans une fenêtre de temps qui était assez courte. Alors, il n'y avait pas que APF. Donc là, du coup, on était sur de la confection assez simple. Et comme je le disais tout à l'heure, effectivement, l'idée, c'est de se dire, on espère tous, en tout cas, qu'effectivement, il y aura un après-masque à partir de l'été 2021. J'espère qu'en tout cas, les campagnes de vaccination produiront leurs effets. Et de se dire, effectivement, nous, après, parce que globalement, on s'est mis le pied à l'étrier sur beaucoup, effectivement, d'ateliers chez nous. On a créé, effectivement, très rapidement des ateliers de confection, mais pas que nous. Encore une fois, beaucoup d'acteurs de l'ESS avec qui nous ont accompagnés, en fait, sur cette démarche, on crée aussi des ateliers de confection. Et l'idée, c'est de pouvoir effectivement rebondir effectivement derrière. Voilà, nous, globalement, je dirais l'incidence effectivement de la première vague, puis de la deuxième vague. On a su s'adapter en tout cas à ça. Mais encore une fois, nous, c'est un peu particulier parce que on devait légalement, en tout cas, rester ouvert. D'accord, très clair. Guillaume, toi, pour la première vague, tu n'étais pas encore chez Fashion Green Hub, tu es arrivé un petit peu après, mais néanmoins, est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça s'est passé, notamment sur la fabrication des masques? Alors oui, moi je peux, parce que même si je n'ai pas rencontré Jean-Pierre à cette époque-là, moi j'ai beaucoup travaillé avec APF, puisque j'avais pris la direction des opérations de résilience, donc qui est l'entité qui a donc promeut effectivement avec tous les acteurs de l'ESS la fabrication de 25 millions de masques avant l'été de l'année dernière. Moi, ce que je peux dire on va dire sur les conséquences du Covid, d'abord, je dirais que assez étonnamment, je ne connais pas d'entreprise chez qui on va dire, ça a été neutre. C'est-à-dire qu'il y a soit des entreprises pour lesquelles ça a été excessivement difficile, on peut comprendre pourquoi, et notamment dans certains secteurs d'activité, ou beaucoup d'entreprises pour lesquelles ça a été hyper bénéfique. Et je pense que l'un des sujets, alors quand je dis bénéfique, je m'entends, je mets à part bien entendu toutes les difficultés vraiment sanitaires qu'il y a pu y avoir, mais je parle en termes de business. Et je pense que l'un des leviers de ça, c'est quand même la maturité digitale dans laquelle étaient les entreprises. Et quand je dis maturité digitale, c'est pas spécialement informatique, c'est dans le vrai état d'esprit digital, c'est-à-dire la capacité à être à la fois centré sur les autres, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les entreprises qui étaient déjà dans cet esprit collaboratif ont eu plus de facilité à s'en sortir et à trouver des leviers. Bien entendu, celles qui étaient plus aussi prêtes à une forme d'automatisation, de traitement des données, voilà, et celles qui étaient proches de leurs clients aussi, qui étaient centrées sur leurs clients. Et je pense que les entreprises qui avaient entamé cette révolution-là sont, à mon sens, mieux sorties. Alors, effectivement, moi, à titre personnel, le premier confinement a été l'une des périodes de ma vie où j'ai quasiment le plus travaillé, je pense, puisque chez Résilience, pour arriver à fabriquer ces masques-là et effectivement mettre une centaine d'ateliers en réseau et puis approvisionner de la matière dans des conditions que je tairais pour des questions écologiques, parce que ce n'était pas forcément la bonne. En tout cas, il y avait une raison sanitaire à ça. Mais effectivement, on a fait venir beaucoup de matière, on a produit beaucoup de masques et on a énormément travaillé. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été aussi dans ce cas-là et qui derrière, ont eu beaucoup d'activités. Et puis, effectivement, certaines entreprises qui en ont beaucoup souffert. Très clair. François, chez Epson, ça s'est passé comment, effectivement, ce premier confinement, cette crise? On a la chance d'être dans un groupe solide et aussi international, donc avec plein de 109 filiales, et travailler sur plein de marchés différents. Et heureusement. Parce qu'il y a des produits qui concernent l'événementiel, donc c'est très compliqué. Et justement, le textile, qui a été, des ateliers se sont montés, des ateliers ont investi justement pour personnaliser les masques, donc avec une activité assez forte, très forte là-dessus. Et puis de façon globale, chez Epson, c'est la continuité de service auprès de nos clients. Donc Epson est resté ouvert tout le temps. Les équipes
sur le terrain, pas forcément physiquement, mais en distanciel. Mais oui, pour apporter assistance, continuer à apporter et à servir les clients, quoi. Très clair. Je voudrais qu'on aborde maintenant effectivement cette sortie de crise, s'il y en a une, effectivement, on avait dit juillet, septembre, et comment vous l'envisagez, comment vous l'appréhendez, c'est quoi vos scénarios possibles? Guillaume, vous qui êtes dans effectivement la construction du projet. Alors, je ne ferai pas de plan sur les sorties potentielles de crise. Moi, ma vision personnelle, c'est que je pense que ça durera plus longtemps que ça, sans doute pas dans les conditions qui sont celles qu'on a aujourd'hui. Moi, je pense, pour essayer d'être un peu schématique, qu'on est allé dans un extrême à la fois de fonctionnement et de protection, et qu'on va mettre beaucoup de temps à revenir, entre guillemets, à la normale. Et je me demande même s'il y a certaines choses qui reviendront. Alors, quand on dit à la normale, qu'est-ce que la normale? Mais je pense par exemple que le télétravail, on est allé dans un extrême, parce qu'effectivement, je pense que ce n'était pas viable pour une entreprise où c'est très difficile, en tout cas, d'être 100% télétravail. Après, la mécanique dans laquelle on était précédemment, dans laquelle il y avait, on va dire, 0 télétravail ou à peu près, n'est pas non plus une bonne mécanique. Donc, je pense qu'on va arriver à une forme médiane, et qui, effectivement, je pense, prendra un certain temps. Donc, sûrement, à cet été, on retrouvera un peu de, je vais dire, de liberté, ou de liberté d'action, en tout cas. Mais je pense que, et c'est plutôt, à mon sens, favorable, je pense qu'on en tirera les enseignements. D'ailleurs, l'homme a plutôt cette capacité-là de tirer. Moi, je suis très fan d'apprendre de ses erreurs et de ne pas les cacher. Dans les différentes entreprises que j'ai dirigées, par exemple, j'étais très fan de marquer les problèmes sur les murs, parce que les problèmes, se cacher de ces problèmes ne les résout pas. Et les mettre sur les murs et que chacun soit concerné pour les faire avancer, pour en tirer enseignement. C'est ce que disent les Japonais chez Toyota. Hein. J'ai un problème. Hein. Tant mieux, je vais devenir meilleur, je vais apprendre de mon problème. Donc, et c'est effectivement être dans cette dynamique-là. Et je pense que on est vraiment on évolue dans cette dynamique-là, même si l'Europe a été peut-être moins en avance en tout cas dans le mindset, que d'autres pays. Mais je pense qu'on va tirer enseignement de ça, et qu'effectivement, on sortira plus fort de cette crise. Après, concernant spécifiquement, on va dire, le projet de l'atelier Agile, d'une certaine manière, on continue à avancer. Aujourd'hui, on est très poussé, très soutenu. On a obtenu l'accord de la région et de l'État sur notre financement. Maintenant, on va se mettre en route. On en parlait tout à l'heure sur le côté très collaboratif. Nous, on veut créer une société qui soit de type, alors si ce n'est SIC, ou en tout cas entreprise à mission, en tout cas dans lequel chacun des sociétaires ou des actionnaires aura une voix au chapitre de discussion et de collaboration, hein, donc dans un état d'esprit coopératif, ce qui est vraiment le nôtre. Donc, on est en route. Voilà, maintenant, on est en train justement de consulter les adhérents et les partenaires qui sont intéressés pour rentrer autour de table, sachant qu'il y a paradoxalement, parce que c'est un projet alors qu'on peut juger grand ou petit selon comment on regarde, mais qui nécessite finalement pas tant de fonds que ça. Donc aujourd'hui, il y a 8 places à prendre, et ça fait donc paradoxalement pas beaucoup, et elle commence à se remplir assez rapidement. Et voilà, donc nous, de toute façon, j'allais dire, on est en route, et on sera opérationnel à cet été, en tout cas en septembre. Alors effectivement, si on devait être intégralement reconfiné, ça pourrait avoir bien sûr des conséquences, hein, notamment sur les approvisionnements ou sur la commande des machines. Mais François me dira sûrement qu'il n'y a pas de problème. Le DLL même, qu'on soit confiné ou pas, il n'y a pas de problème. Donc, hein, François? Les machines viennent d'Italie. Voilà, donc l'Italie, ça marchera très bien. À peu près. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, justement, François, chez Epson, c'est quoi vos scénarios pour ce fameux monde d'après? Voilà, comment tu l'envisages? Alors là, je pense qu'il y a une réelle dynamique à vouloir réinventer quelque chose de différent. Voilà. Donc je pense que c'est le monde d'après, le monde quand on aura retrouvé
comme Guillaume disait, une certaine liberté d'action. Je ne sais pas si jamais tout le monde voudra recommencer à cette mécanique, par exemple sur le marché du textile, à acheter forcément à prix bas. Et puis on s'est vu aussi qu'on avait besoin d'avoir une industrie textile en France, localisée. Donc je pense qu'il y a une dynamique qui est faite. La journée d'aujourd'hui en est un parfait exemple. Les actions, les dynamiques organisées par Fashion Green Hub en sont là. Donc je pense qu'il y a tous les intervenants l'ont dit aujourd'hui, quoi. C'est que ça, je ne sais pas si c'est un tsunami, mais en tous les cas, ça se lève. Voilà, les forces se lèvent. Donc, moi, positif. Je pense que ça va être. Après, comme je n'ai pas de scoop, hein, je ne sais pas comment ça va bouger. Mais en tous les cas, nous, hommes de terrain, on sent une appétence. On sent que beaucoup de questionnements. Voilà. Donc, une fabrication à la demande. Quand on voit le nombre de créateurs, quand on voit le nombre de marques qui se créent, il y a réellement un marché pour ça. Quand on voit moi j'ai deux adolescentes à la maison, quand on voit leur envie de consommer autrement, voilà. Quand on voit l'essor de la seconde main, quand on voit l'essor de l'upcycling, donc c'est une des habitudes, des approches de consommateurs qui changent. On a vraiment l'impression que c'est très morcelé. Donc, c'est-à-dire qu'il faut de tout. Et je pense que une mode green, j'espère qu'elle va arriver le plus fast possible. Très clair. Merci. Jean-Pierre, toi, c'est quoi ton avis effectivement sur ce monde d'après en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Comment dire, au niveau macro, en tout cas, moi, enfin, c'est pas moi. Nous, notre scénario central, c'est que, alors, à quelle échéance, on n'en a aucune idée. Hein. Bon, a priori, était 2021, mais moi, je suis épidémiologiste et je peux pas trop en parler non plus. Enfin, j'ai pas forcément une idée arrêtée. Je m'informe comme tout le monde, donc voilà, on a des échéances. Nous, en tout cas, notre scénario central, c'est que quand effectivement on parlera plus effectivement du Covid, les choses, à mon avis, elles vont revenir un petit peu comme avant. Voilà. Donc au niveau macro, nous en tout cas, on se prépare tout de suite maintenant, effectivement, pour être prêt quand les gens retrouveront la liberté et quand l'économie effectivement redémarrera de manière optimale. Je ne sais pas trop, mais en tout cas pourra produire en tout cas les effets que l'économie peut pousser. Ça, c'est au niveau macro. Par contre, au niveau micro, si on revient sur la partie textile, la partie modétique, en tout cas, ce qui nous intéresse et ce qui est le sujet d'aujourd'hui, là, effectivement, nous, on a mis effectivement un pied dedans maintenant. On a beaucoup de petits projets, on a beaucoup de gros projets. Et c'est vrai que nous, on est plutôt sur une note positive, hein, parce que ce soit des tisseurs qu'on a mais côté Vosges ou côté Normandie, parce qu'on a une filière lin, on est en train de développer une filière lin, effectivement, qu'on pourra exploiter chez nous, côté Normandie, parce qu'on est très présent aussi en Normandie, ou dans les Vosges, où on est très, très présent, où on a aussi des acteurs assez importants. On est très, très intéressé, effectivement, sur cette partie-là. Et il y a une multitude de petits projets et ou de gros projets, mais là, c'est plutôt des gros donneurs d'ordre, qui viennent nous voir, qui sont intéressés, parce que je pense que ce qui changera peut-être effectivement demain, c'est la partie climat, mais c'est pas qui peut avoir un lien avec le textile, puisqu'on disait quand même que le textile était quand même un gros pollueur. Enfin, quand on regarde un petit peu dans les rapports qu'on pouvait voir, c'est donc la notion de relocalisation, à mon avis, au niveau micro sur la partie textile, c'est vraiment une carte à jouer et que nous, en tout cas, on jouera au niveau du secteur adapté et plus généralement au niveau de l'ESS. Parfait. Il va nous rester 5 minutes, donc je vais vous poser une dernière question. On a pas mal de jeunes créateurs qui nous regardent, qui créent une entreprise, qui sont en cours de création, dans un contexte hyper incertain. Vous qui avez, je vais le dire comme ça, pas mal d'expérience, qui êtes chef d'entreprise, quels conseils vous pouvez leur donner de manière concrète pour tenir le cap, pour trouver des opportunités dans ce contexte? Guillaume? Alors, oui, ce que je peux dire pour avoir effectivement dirigé l'entreprise, mais aussi avoir été créateur d'une marque, c'est que je
pense que c'est un peu ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur le travail en réseau. C'est-à-dire que je pense qu'il est important de se nourrir des autres et en même temps d'avoir sa feuille de route à long terme. C'est-à-dire que je pense qu'il faut distinguer la programmation, on va dire l'organisation de son plan d'action. J'allais dire, il y a 10 ans, on faisait les choses très différemment. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas de ma perception, on faisait son plan à 5 ans, on faisait ses plans d'action à 3 ans, on déroulait le truc au fur et à mesure, et puis on s'adaptait à horizon 3 ans. Voilà. Aujourd'hui, on est sorti de cette mécanique-là, et c'est pour moi la grande force des entreprises qui sont en création, c'est qu'elles ont encore plus cette agilité-là. C'est-à-dire que dans une entreprise d'une plus grande taille, mais je pense que François pourra en parler allègrement, mais c'est compliqué. Il y a des entreprises qui y arrivent, mais c'est compliqué d'avoir vraiment une forte agilité. Et c'est la grande force, moi, je trouve, des entreprises qui se créent, c'est que intrinsèquement, à leur taille, à leur histoire, à leur formation, elles sont agiles. Et donc, il faut être vigilant sur, à mon avis, garder son chemin, sa voie à long terme, et en même temps s'adapter en permanence aux évolutions. Il faut se tromper. La seule chose, c'est qu'il faut se tromper vite. Il ne faut pas s'enferrer dans un sujet. Et puis après, il faut rebondir et trouver des chemins, se nourrir des autres et avancer. Bon, si ça peut aider un peu, voilà, c'est un peu ma vision de la manière agile d'avancer. Et ils peuvent venir aussi à Plateau Fertile. Tout à fait, bien sûr. Exactement. Alors, François, chez Epson, c'est quoi ton avis, ou plutôt toi, c'est quoi ton avis par rapport effectivement à quel conseil tu peux donner à tous ces entrepreneurs, à toutes ces entreprises qui se lancent en ce moment? La technologie est là. Donc, comme dit Guillaume, après, c'est trouver travailler en réseau, trouver des partenaires, se nourrir des autres, avancer, rêver. Dans tous les cas, la technologie d'impression n'est pas là pour brider la création. Et maintenant, on peut rentrer dans une mode éthique et durable, le plus possible. Voilà. Il y a encore évidemment que le chemin est long et qu'il y a encore des choses à améliorer, mais voilà, c'est le bon timing. Parfait. Des ateliers secrets, des microfactories s'implantent. Autant que ce soit des structures françaises que ce soit des structures étrangères, américaines ou chinoises qui proposent de l'impression à la demande. Moi, je pense qu'il y a un sacré vivier en France. Je crois que les écoles de design sont pleines. Donc, il y a une envie. Très bien. Jean-Pierre, toi, quel conseil tu peux donner à tous ces jeunes entrepreneurs, tous ces gens qui se lancent? Ça va reprendre un petit peu ce qui a été dit, mais c'est vrai que l'aspect networking, travailler en réseau, challenger ses idées, c'est quand même important, hein. Encore une fois, j'insiste, hein, on n'en a pas trop parlé, mais l'aspect territorialité en France, c'est un point important quand même, hein. Parce que lancer un projet à Marseille, c'est pas comme lancer un projet à Strasbourg ou lancer un projet à Roubaix. L'aspect territorialité est quand même hyper important et les réseaux ne sont pas les mêmes, hein. Donc ça c'est un point important. Autre conseil, c'est ne pas s'entêter, hein, parce que des fois, on fait, comme le disait tout à l'heure Guillaume, on fait des bêtises. Souvent, ça dépend justement comment on est entouré, mais des fois, on s'entête un petit peu dessus. Il faut reconnaître ses erreurs et puis changer de cap, hein. C'est pas toujours aussi simple. Peut-être aussi, comme disait François, là, il y a beaucoup de technos aujourd'hui. Elles sont pas toutes très bien connues, très bien maîtrisées. Je vous parle en connaissance, hein, parce que moi, je viens pas du monde du textile, comme vous l'aurez compris. Mais aujourd'hui, il y a des technos qui sont fabuleuses. Il faut savoir regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, l'aspect réseau est important parce qu'on ne peut pas tout faire, hein. Il faut regarder des fois un petit peu plus horizontal que complètement vertical. Et puis, je conclurai plutôt là-dessus sur les conseils. C'est toujours raconter une belle histoire, parce qu'on va souvent chercher, nous, des financements. Et la belle histoire à raconter, quel que soit le projet que l'on porte, il faut bien la réfléchir et il faut toujours avoir une belle histoire à raconter, effectivement. Parfait. On arrive à la fin, il est quasiment 17h. Donc moi, je vais retenir raconter une belle histoire, rêver et aller à Plateau Fertile.